Et pour développer tous ces termes, j'accueille sur ce plateau Valérie Gomez-Bassac. Bonjour, vous êtes députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Face à vous, Guillaume Durand, vous êtes adjoint Europe Écologie Les Verts au maire du 14e arrondissement parisien. J'aimerais qu'on s'intéresse bien sûr à cette agression qui a eu lieu à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, dont vous avez forcément entendu parler. Cette infirmière de 30 ans, rouée de coups pour une simple raison, faire un geste citoyen. Elle était en train de demander à deux adolescents de mettre le masque dans les transports, comme cela est d'ailleurs préconisé et obligatoire même. On parlait des incivilités et des agressions de maires. Là, c'est en train, cette violence, de se généraliser. Comment on fait pour l'enrayer? On a l'impression qu'on banalise un petit peu, peut-être même à force d'en parler, qu'on entretient ce climat de violence. Je vais commencer avec vous, Valérie Gomez-Bassac. C'est vrai qu'il y a une certaine banalisation de la violence qui est regrettable, donc il faut continuer à la dénoncer, que ce soit vous les médias ou nous les politiques, il faut les dénoncer, condamner et sanctionner fermement. Bon là c'est le cas de cette infirmière qui doit avoir sa conscience professionnelle, qui rappelle que le masque est conseillé ou obligatoire, et là en l'occurrence obligatoire. On fait tous un travail de pédagogie par rapport à ce masque. C'est pas acceptable qu'on lui réponde avec de la violence, donc c'est condamnable. Mais c'est vrai que je pense que c'est une éducation à revoir, à refaire, et il faut rester ferme sur ça, quoi. Parce qu'encore une fois, ce masque, c'est pour tout le monde, c'est pour soi, mais c'est surtout pour les autres et pour toutes les personnes fragiles, vulnérables, etc. Et puis on pourrait rajouter qu'il y a aussi des situations un peu corollaires. C'est ce qui s'est passé précisément dans le 14e arrondissement, entre le 14e et le 6e hier, à l'angle de Raspail et Montparnasse. Ce cycliste qui a été fauché par un automobiliste qui tentait de fuir la police. On voit très bien que ça prend des proportions tragiques, Guillaume Durand, pratiquement tous les jours maintenant, finalement. Alors, tout d'abord, une toute petite précision, je suis adjoint à la maire du 14e, je tiens à le préciser, c'est une femme, c'est important de le rappeler, la place des femmes politiques, c'est important. Oui, c'est vrai. J'en viens au sujet. Moi, je n'ai pas les chiffres des refus d'obtempérer, des délits de fuite, et je ne sais pas vous dire s'ils sont en augmentation. Effectivement, il y a deux faits. Il y en a un toutes les 30 minutes, a priori. C'est ce qui est sorti ce matin, mais ce qui est intéressant, ce serait de voir l'évolution. Donc, moi, je ne sais pas vous dire si c'est en très grande augmentation ou en petite augmentation. Effectivement, il y a l'actualité là qui se... Ça fait quand même beaucoup d'occurrences en peu de temps. Ça fait beaucoup d'occurrences en peu de temps, donc on en parle. Vous avez dit, alors moi je suis tout à fait d'accord, évidemment il faut condamner les violences qui ont lieu, notamment une infirmière qui vient, même pas sur son temps de travail, rappeler les mesures obligatoires, les mesures de santé publique. Effectivement, le masque est obligatoire dans les transports. Évidemment qu'on va condamner, évidemment qu'il faudra sanctionner les personnes qui sont responsables de ces actes, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire parce qu'effectivement, on se rend compte que le lien entre une certaine partie de la population et les forces de l'ordre et de manière plus générale et l'autorité de l'État a été distendu. Mais ça, c'est pas quelque chose qui arrive maintenant. C'est quelque chose qui est le résultat de politiques de sécurité qui datent de plusieurs années. On a commencé sous l'ère Sarkozy à supprimer la police de proximité et on commence maintenant avec ce gouvernement à limiter les moyens pour la police, à garder le nombre d'effectifs en créant de nouvelles choses. On veut mutualiser les commissariats en promettant du coup plus d'agents sur le terrain, mais c'est pas ce qui se passe. Donc en gros, vous nous dites c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Ce que je dis, c'est que la sanction ne suffit pas, et c'est pas le discours angéliste de dire il faut faire plus de prévention, même si on doit en faire. C'est qu'il faut vraiment avoir une conscience de retisser le lien entre la population, toutes les populations, y compris dans certains quartiers, dans certaines villes, avec les forces de l'ordre. Et ça passe par une police qui est de la proximité. Et puis si on met d'un côté les violences de certaines personnes sur les forces de l'ordre, comme vous parliez hier, ou sur des représentants finalement de l'autorité de l'État, et bien évidemment on balance c'est aussi la question des violences policières. Et c'est en fait un peu une sorte d'escalade entre les deux. Et si on continue à dire on va sanctionner, et comme notre ministre de l'Intérieur finir par dire le mal de la société, c'est le refus de l'autorité, là je pense qu'on va dans une escalade qui n'aboutira à rien. Donc il va falloir un peu redescendre, calmer les choses et voir quels moyens précis on peut mettre en proximité pour faire respecter l'ordre. La police de proximité, c'est quelque chose d'envisageable par les temps qui courent? Tout d'abord, je peux pas laisser dire ça. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy qu'il y a eu en effet la suppression de 8 ou 9 000 postes, et ça a été long à combler. Rien n'a été fait après sous Hollande, mais depuis que notre gouvernement est en place, les chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi. Que ce soit en matière immobilière, en matière de véhicules qui ont été rachetés, que ce soit en moyens humains, c'est quand même nous qui avons le plus fait depuis quelques décennies. Peut-être pas assez, il faut continuer
continuer, il faut aller encore plus loin. Mais ça, on peut pas dire qu'on n'a rien fait, on y est très sensible. Ensuite, sur l'autorité, il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité, mais ce n'est pas que vis-à-vis des forces de l'ordre. On le voit à tous les niveaux. On le voit à l'école, on le voit dans les universités, on le voit regardez quand on va dans des avec les responsables associatifs, les policiers, tout le monde. Il y a cette défiance, c'est partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le fait de donner des consignes, des ordres, ce n'est plus respecté. Et ce n'est pas, l'uniforme ne fait plus donc peur. ça doit partir de l'éducation nationale, moi, de l'école. Convaincue, mais j'en ai toujours été convaincue. D'ailleurs, j'ai pas attendu de faire de la politique pour le faire, mais je pense que oui, il faut redonner cette citoyenneté. Il faut expliquer. Enfin, je veux dire, quand on se fait arrêter par la police, on doit s'arrêter, quoi. Je veux dire, quand on se fait interpeller, on doit s'arrêter. Je veux dire, c'est pas normal de fuir. Et après, c'est ça qui fait qu'il y a un mouvement de violence par rapport à ce type d'interpellation ou autre. Donc, je pense oui qu'il faut agir à ce niveau-là. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a la question de l'autorité en général, effectivement, des représentants de l'État et presque des représentants d'un système. Mais quand ce système est aussi violent pour un certain type de population, que ce soit les plus précaires, ou que ce soit les populations racisées, que ce soit les populations de certains quartiers, alors effectivement, on peut comprendre que tout d'un coup, il y a une méfiance, il y a une défiance. Vous nous dites, quand un policier nous arrête, on doit s'arrêter. Oui. D'accord, mais si on se dit qu'on a le risque, parce qu'on est racisé ou parce qu'on n'est pas dans le bon quartier, de subir des violences policières, eh bien effectivement, cela n'excuse pas, mais on peut comprendre qu'il peut y avoir de plus en plus de défiance. Et c'est pour ça que, je vous le redis, on ne peut pas se contenter de dire on va remettre en place la peur de l'uniforme. C'est pas la peur qu'il faut, c'est de la compréhension, c'est retisser du lien, c'est retisser de l'accompagnement et exprimer qu'en fait c'est un service public. Et le principe du service public, c'est que ce soit pour tout le monde. C'est un travail au long cours et qui prendra plusieurs décennies peut-être. Oui, mais il faut le faire. Y aura-t-il une génération sacrifiée au passage, au milieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que oui, puis vous voulez rajouter sur la proximité, je suis d'accord. Il faut réinvestir les quartiers aussi sensibles, difficiles. Mais bon, il faut pas non plus généraliser de dire parce qu'on est de couleur, on va se faire arrêter, on a peur, etc. Justement, rien que de le dire, déjà, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Tout le monde est susceptible de se faire arrêter. Moi, je me suis jamais autant fait arrêter que depuis que je suis députée. Alors moi, je veux dire, donc il faut jouer le jeu et encore une fois, oui, retisser ce lien. Je suis d'accord avec vous, ce lien qui a été rompu parce qu'on a désinvesti certains quartiers pendant des années. Il y a des quartiers où les forces de l'ordre n'allaient plus ou moins. Je vous parle de ça d'il y a une dizaine d'années. Et il faut absolument arriver à montrer à quoi sert la police, quel est son quotidien, ce qu'elle apporte aux citoyens et qu'elle est là pour nous protéger, qu'elle n'est pas là que pour sanctionner. Et malheureusement, elle est perçue que comme sanction. Et bon, moi, j'ai toujours défendu les forces de l'ordre. Bon, étant fille de policier, c'est encore plus dans mes gènes et dans mon ADN. Mais je souhaiterais que cette confiance se soit rétablie. Mais c'est vrai que ça sera de longue haleine. On va passer au thème du port du masque. Le seuil d'alerte, vous le savez, est franchi en Ile-de-France. On a l'impression qu'on tergiverse beaucoup quand même sur la systématisation de ce port du masque, sur son obligation partout, tout le temps. Pourquoi c'est si compliqué de faire comprendre plutôt que d'avoir des mesures comme ça au coup par coup, de faire comprendre qu'en fait, autant le porter tout le temps, quoi? Alors, en fait, c'est très simple. Pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit appliquée. Et si on commence à dire tout d'un coup à tous les Français, vous le mettez tout le temps, on sait qu'en pleine période de canicule, il y a des chances que ça ne soit pas respecté. Et pour le coup, nous n'avons pas les forces de l'ordre suffisamment en nombre pour se mettre derrière chaque personne en vérifiant quand ils sortent de chez eux qu'ils aient bien leur masque. Et quand on sait en plus que c'est pas forcément nécessaire parce qu'il peut y avoir une distanciation sociale qui est respectée quand on se met très loin dans la rue ou dans des parcs, c'est en fait le principe de dire qui peut le plus, peut le moins, donc on va au maximum, c'est pas quelque chose qui va être applicable. Et donc au final, tout devient relatif et on a encore une fois cette question finalement de l'autorité où la règle est plus ou moins bafouée parce qu'on dit qu'elle n'est pas légitime. Et notamment sur cette question de la légitimité. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début de cette crise, on ne va pas se mentir, on le sait tous désormais, il y avait un manque de stock de max pour toute la population. Et on a quand même eu des représentants de ce gouvernement, et notamment l'ancienne porte-parole du gouvernement, qui nous a expliqué que le masque, c'était pas pour tout le monde, et que pour l'enfiler, il fallait avoir un geste très technique. Et donc, c'était pas la solution. Donc, si vous voulez, à un moment, pour que les gens adhèrent à cette solution, il faut qu'ils ressentent l'utilité de la chose. Et même si les experts aujourd'hui nous disent que c'est quelque chose de vraiment utile, il y a quand même toute la question du dépistage qui doit être faite aussi. C'est-à-dire que ça peut pas être simplement tout le monde met un masque et on attend que le virus disparaisse. Il faut dépister, il faut isoler, et là-dessus, il y a du retard, et notamment à Paris, on vient seulement de mettre en place, nous, la possibilité pour les secouristes et pour les agents de la ville de pratiquer des dépistages. Pourquoi? Parce que pour que les tests PCR puissent être utilisés sans ordonnance, il a fallu une ordonnance du gouvernement et on a dû attendre la semaine dernière seulement pour le faire. Donc on a beaucoup de retard. Alors qu'on avait promis, dès le sortir, ou pratiquement au sortir du confinement, 700 000 tests, si je ne m'abuse. On en était à peine à la moitié au mois de juin.
On était à 450 000 et 600 000 faisables, mais il y avait en effet des moyens humains pour faire ces tests. Mais je crois qu'il faut arrêter de... Alors je comprends, ça fait partie du jeu politique que de taper sur la majorité, mais je trouve que c'est quand même un peu inutile. En effet, il manquait des masques au départ, on ne l'a pas caché, mais il y avait aussi des consignes scientifiques qui disaient que ce n'était pas vraiment nécessaire. Il ne faut pas oublier non plus, c'est-à-dire que le politique écoute aussi le scientifique, donc il faut un peu que chacun prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il est clair que la généralisation du masque est souhaitable, fortement recommandée, voire imposée parfois. Et il faut aller en ce sens. Mais c'est vrai que certaines personnes sont réfractaires parce qu'elles considèrent que c'est une atteinte à la liberté individuelle, etc. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut généraliser le masque. Nous, dans le Var, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris pour que dans les marchés, le port du masque soit obligatoire. Il y a également des endroits dans certaines communes où c'est également le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a un tourisme qui est très important. Et ça veut dire que le virus va encore plus circuler. Donc il faut vraiment être prudent. Il en va de la santé de chacun. Et surtout, je tiens encore à le rappeler, c'est qu'on a un risque d'être reconfiné si on ne fait pas le nécessaire. Donc je crois que le confinement, personne n'en a envie et je crois qu'économiquement, ça serait juste une catastrophe. La petite nomenclature d'Olivier Véran ABCD, c'est quoi? C'est du gadget ou ça peut servir? Tous les moyens mémotechniques sont bons et la nomenclature est assez juste, c'est-à-dire que quelque part, les endroits clos et puis les endroits denses. Nous, ce qu'on fait à Paris, c'est qu'on a demandé à nos maires d'arrondissement de regarder très précisément quelle rue était très fréquentée et suffisamment étroite en fait pour qu'il n'y ait pas possibilité de respecter la distanciation sociale. Mais du coup, on préfère ordonner le masque obligatoire seulement dans ces endroits-là et du coup pouvoir vérifier, pouvoir mettre des affichages, pouvoir communiquer là-dessus, pouvoir faire de la prévention auprès des personnes qui fréquentent ces rues, plutôt que de dire le plus simple, c'est de demander à tout Paris de mettre le masque. Par contre, effectivement, si la situation ne s'améliore pas, si le taux d'incidence continue d'augmenter et si le nombre de morts se remet à augmenter, car ce n'est toujours pas le cas pour le moment, alors là, oui, peut-être qu'on ne s'interdira pas d'avoir des mesures plus larges de prévention. Mais encore une fois, les mesures trop fortes et trop strictes au départ font qu'elles ne sont pas appliquées et on revient dans la relativisation de l'ordre et du coup, ça n'est pas respecté et ça ne devient pas efficace du tout à la fin. Le port du masque dans l'entreprise, qui est loin d'être généralisé, sachant que souvent, elle constitue, les entreprises, un quart des clusters qui ont été détectés jusqu'ici, pour ou contre, c'est-à-dire à toute heure, tout moment, devant son ordinateur, plusieurs heures d'affilée. Vous pensez que c'est une bonne mesure ? Bon, sincèrement, moi je suis pour la généralisation au maximum. Donc, a fortiori. Alors c'est vrai qu'après, vous avez des entreprises où chacun reste dans son bureau toute la journée. Vous pouvez vous demander si c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il ne suffit pas de mettre le masque au moment où on sort du bureau et que l'on va déjeuner, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre de risques, il faut généraliser au maximum. Comme nous le disait quand même un de nos invités tout à l'heure, rien n'empêche, parce que la semaine, on est parfois amené à fréquenter des gens à l'extérieur. Quand on revient le lendemain, on peut aussi contaminer ses collègues. Vous êtes pour ou contre cette mesure ? Je pense que ça ne peut pas être aussi simple que ça, encore une fois. Il faut que les mesures soient appliquées. Si on dit c'est partout dans toutes les entreprises, qui va faire appliquer ça dans les entreprises ? Qui est responsable du port du masque ? Des ouvriers, des employés, des gens dans leur bureau. Qui va contrôler que dans chaque bureau, individuellement, la personne le porte bien toute la journée ? Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Donc, il faut écouter effectivement les scientifiques, voir leurs recommandations. On a passé le confinement à suivre les recommandations du Conseil scientifique. Il faut continuer en effectivement s'appuyant sur ces données-là et voir en face. La question de la politique, c'est la question de la cohérence aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tergiverser en disant finalement on va faire ça, puis si là on fait ça, puis si on va faire ci. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose de cohérent pour que nos concitoyennes et nos concitoyens comprennent exactement ce qu'on attend d'eux, que c'est une question de responsabilisation collective et que c'est quelque chose d'applicable. Sinon, effectivement, on a des règles très strictes qui ne sont pas respectées. Alors, un mot aussi sur ce déplacement de Bruno Le Maire. C'était ce matin à Hendaye. Il était question surtout de rendre visite aux agents des douanes qui surveillent la frontière franco-espagnole et notamment pour juguler l'entrée de tout ce qui est contrebande et y compris de stupéfiants. Mais il a beaucoup été question, puisqu'il s'était penché un peu dans la presse régionale à cette occasion, de ces 3 milliards qui seront alloués aux entreprises. Il a dit, dans 2 ans, on devra revenir à la situation d'avant Covid. Ça vous paraît réalisable comme objectif? Il l'a dit tout à l'heure et il l'a répété sur notre antenne, Bruno Le Maire. Vous savez, sur le avant-Covid, il y avait aussi beaucoup de doutes et pourtant nous étions arrivés à bien faire baisser le chômage et à faire remonter les chiffres. Il disait que la France était un exemple à l'époque d'ailleurs. J'ai envie d'y croire et je vais tout faire en tout cas pour que ce soit le cas, moi, à ma petite échelle. Mais il est vrai que le fait d'accorder ces 3 milliards aux PME, c'est vraiment essentiel parce que ce sont les PME qui sont vraiment le tissu économique, la croissance, les emplois, tout dépend des PME. C'est vraiment notre richesse, donc il est important d'aider. Je pense qu'au niveau de la crise, et tout le monde le dit, ça a été au niveau économique
bien géré, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des exonérations de charges, des étalements, il y a eu les prêts garantis, donc tout ça a permis à l'économie de flotter, je dirais, c'est-à-dire de maintenir l'économie, mais dans des conditions difficiles. Oui, il faut être honnête, oui, sous perfusion. Maintenant, il faut voir les chiffres qui vont être réels là en fin d'année et voir ce que ça va donner, mais il faut absolument investir au maximum. On va l'écouter, Bruno Le Maire, un extrait de ce qu'il nous a dit tout à l'heure, et puis je vous fais réagir. La France a tout pour réussir. Les Français ont tout pour réussir et l'économie française a tout pour se redresser rapidement. Mais ça suppose effectivement que d'une part ce plan de relance s'intéresse d'abord à l'investissement des entreprises, à la préparation des dépenses d'avenir, qu'en deuxième lieu, il apporte des réponses en termes d'emploi à tous les Français qui, je le sais, aujourd'hui sont inquiets pour la rentrée, sont inquiets pour l'emploi de leurs proches, et puis qu'ils répondent à un objectif qui soit un objectif collectif et partagé. Et cet objectif collectif et partagé, c'est l'accélération de la transition écologique de notre pays. Votre réaction, 3 milliards, ça va suffire pour les entreprises ? Alors, vous nous dites que les PME, c'est essentiel. Moi, je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quand même la question de l'emploi et de l'emploi notamment non délocalisable. Ça, c'est la première chose. Mais 3 milliards sur 100 milliards, j'ai l'impression que ce soit absolument essentiel du coup. Sur la question de la transition écolo, moi, je partage l'objectif. Oui, c'est notre objectif commun et partagé. C'est une grosse enveloppe budgétaire. Alors, c'est une grosse enveloppe sur ce plan de relance, mais du coup, moi, je ne comprends pas bien. On sait par exemple que dans le secteur aéronautique, il y a eu 15 milliards qui ont été débloqués assez vite, sans conditions environnementales et sans conditions sociales. Il va y avoir des licenciements secs. Où est la transition écologique ? Je ne comprends pas la cohérence, c'est-à-dire qu'on fait encore un peu du en même temps, désolé ce slogan va vous coller à la peau toute la mandature, mais... Ça ne me dérange pas, j'aime bien. Alors en même temps, on dit qu'on fait de la transition écologiste, et puis en même temps, on sauve des secteurs qui sont particulièrement polluants, on encourage les gens à prendre l'avion, globalement, et puis on sauvegarde la filière sucrière en réautorisant les néocotinoïdes. Donc si vous voulez, il y a des sortes de contradictions qui font que je ne crois pas que l'objectif soit commun à partager. Ça fait un des objectifs, mais ça devrait être le seul. Pourquoi ? Et je finirai là-dessus, parce que moi je ne veux pas qu'on revienne dans 2 ans à la situation précédente. On doit être arrivé à un modèle de consommation et d'économie qui soit différent et bien plus en phase avec les objectifs de la transition écologiste. Alors, votre réaction, j'imagine que vous n'allez pas le laisser dire ça sans lui rétorquer ce que vous en pensez. Forcément, donc c'est vrai qu'il y a eu une aide qui a été apportée immédiatement dans l'aéronautique, etc., parce qu'il fallait encore une fois répondre à la crise sanitaire. Là, pour les 100 milliards, il y a une volonté en effet de développer le secteur industriel, mais en même temps d'investir dans l'écologie, d'investir dans l'économie solidaire. Donc c'est ça que nous allons faire. On ne va pas multiplier les vols. Au contraire, on est en train de parler du fait qu'on va multiplier les lignes ferroviaires la nuit et essayer justement de développer tout ce qui est ferroviaire. Donc c'est bien qu'on est dans cette logique-là. Donc laissons un peu le temps là et à la rentrée, voyons les mesures qui vont être prises et le détail de l'utilisation de ces 100 milliards. Mais il faut vraiment, comme l'a dit d'ailleurs le ministre, il faut vraiment concilier les deux. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un développement économique. Il faut absolument investir dans l'écologie. En même temps, il faut également développer les emplois et il faut relancer tout cela. Mais bon, encore une fois, il va falloir agir très très vite et le ministre le sait, c'est pour ça qu'il commence à annoncer son plan. Néanmoins, tout le monde se demande, beaucoup de Français se demandent qui paiera la facture, sachant que depuis plusieurs semaines, on nous garantit à chaque intervention de ministre qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Vous y croyez ? Vous savez, ce n'est pas une question de croyance, la politique, c'est une question de choix. Donc la question, c'est de savoir effectivement comment on va financer la relance, qui va être mis à contribution. Et nous, notre solution des écologistes, c'est notamment les entreprises les plus polluantes. Voilà, simplement. C'est la question de la taxe carbone, c'est la question de toute cette fiscalité écolo qui va permettre d'orienter notre économie vers l'écologie et qui permettra de la financer. Voilà. Donc, et puis, vous savez, la question de la fiscalité globalement sur les impôts, il y a certaines tranches d'imposition, notamment sur le revenu, qui, à mon sens, et qui, à notre sens, pourraient peut-être être un peu surélevées. Il va falloir mettre la main à la poche pour ces entreprises. Alors ça, en effet, c'est une question de choix. Le choix est fait, en tout cas, de ne pas augmenter les impôts. Et on va essayer de s'y tenir, mais c'est de trouver de l'argent ailleurs. Mais si l'économie repart, après, tout va suivre obligatoirement. Ça va faire plus de rentrées, diminuer les dépenses de l'État. Il y a continuer sur la fraude fiscale également. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour essayer de faire revenir de l'argent. Mais oui, il faudra de l'argent.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin du débat, c'est allé très vite aujourd'hui. Vous aviez de bons arguments à avancer tous les deux. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de CNews. On s'interrompt quelques instants et on reviendra pour parler de l'exploit réalisé par le PSG, il faut le dire, sur le film, et qui tient donc son rêve d'accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions, sachant qu'il y a Lyon aussi qui va tenter de se qualifier et de se hisser dans le dernier carré. En tout cas, voilà, tous les espoirs sont permis. Désormais, on se retrouve très vite pour en parler. À tout à l'heure.